je vais commencer par si je suis ce que j'ai fait. Donc, je vais vous faire une petite introduction plus personnelle, puis ensuite, ça sera personnel, mais un peu plus théorique. Je prendrai 3 auteurs qui m'ont servi trois femmes qui m'ont servi dans ma démarche par rapport à l'analyse du genre, et puis je poserai une question, celle qui m'obsède et sur laquelle je n'avance pas, pour finir. Introduction. Pourquoi je suis à ce point-là obsédé à prendre le point de vue des femmes? Puisque je ne me le suis pas posé comme ça au départ, mais au moment où notamment j'ai fait ma thèse d'état dans Fortune et Infortune, c'est quand même, on va dire, 73-87, donc 14 ans, où là vraiment, je ne vois le monde, enfin, naturellement, je continue à faire mon existence en tant qu'homme et tout, mais presque de manière exclusivement du point de vue des femmes. Alors, on ne va pas faire d'analyse de psy. Bon, je suis psychologue de formation, avant d'être sociologue. On pourrait aussi, mais je me suis quand même demandé, j'ai trouvé, en tout cas un certain nombre de personnes, trouvaient ça bizarre. Bon, pour tout dire, mon épouse était contente, par exemple, que je change de sujet après Fortune et Infortune. Elle en avait marre. Trouvait peut-être que je prenais sa place, je ne sais pas. Donc elle était contente. Ah, bah c'est fini. Alors, je vais donc vous raconter une histoire personnelle. C'est naturellement, comme vous le savez, une reconstitution. C'est une histoire que je me raconte. Et je ne la raconte pas uniquement pour vous, j'en suis intimement persuadé qu'elle a quand même servi à me structurer moi et à me structurer de manière un peu bizarre, du point de vue de l'identité de genre. Donc, dans la famille de Saint-Gly, Paul et Marie-Madeleine, famille, couple catholique, très militant, essentiellement militant d'ailleurs des deux côtés, et puis 6 enfants, donc 3 garçons, 2 filles, fausses jumelles, et moi, bébé Ogino, 1948. Alors, pour les plus jeunes, ceux qui ne connaissent pas la méthode Ogino, c'était une méthode catholique. Oui, il y a eu beaucoup. Ça, il y avait un dessin dans Le Monde quand Ogino est mort, et on voyait une place avec des millions de personnes, et le cri était « Papa ». Ça fait du bien. Non, c'est très drôle parce que justement, j'étais dans le jury Michel Perrault m'avait invité dans un jury de thèse d'histoire sur le catholicisme et sexualité. J'ai découvert, j'ai pas osé le dire à ma mère, à l'époque, j'ai découvert qu'en fait, la méthode d'Ogino avait commencé à l'Index. Oui. Et puis, étant donné que vous connaissez sans doute l'histoire, c'est que quand, ça se bouscule, puis à un moment donné, comment faire quand même pour que ça reste un peu crédible? Et on a été prendre en enfer une méthode, et elle est devenue donc légitime. Mes parents l'ont utilisée à ce moment-là. J'espère d'ailleurs qu'ils ne l'avaient pas utilisée avant. Non, parce que c'est antérieur. Donc je suis un bébé Ogino, légitime catho. C'est très important par rapport à peut-être à d'autres. C'est-à-dire au moment où c'était la méthode légitime. Légitime ne veut pas dire efficace, vous l'avez compris. Comme d'ailleurs un certain nombre de théories. Bon, ça c'est pour nos discussions. Alors, 6e, voilà, donc 3, 2, 1. Et alors, j'ai écrit un texte, je l'ai écrit parce que, peu importe ça, et les discussions, alors, il y avait une logique très peu corporelle, mais donc de défi verbal dans la famille, en tout cas, moi, c'est mon sentiment, et donc, par exemple, à certains dimanches, il y avait, je ne me rappelle plus quels étaient du tout les sujets de discussion, mon père prenait une position. J'ai d'ailleurs hérité un peu spontanément, c'était un tic, notamment chez les garçons, mais à l'époque je ne disais pas un mot, j'étais petit.
Et aussitôt, donc, mon frère aîné était exactement à l'inverse, opposé à cette position. Et puis les deux autres, je ne sais pas exactement, il devait bien avoir un centriste, mais... donc ça montait très très vite. Et j'ai quelques étudiants qui sont ici, et ça peut monter vite, c'est-à-dire qu'on est en plus intime, pendant le temps où ça se passe, on est intimement persuadé que c'est ce qu'on croit, hein, même si c'est pour le rituel, on pourrait dire. Et donc ça montait. À ce moment-là, version François de Singly, qui n'est pas partagée par mes frères, hein, cette version, maman commençait à pleurer, mes deux sœurs pleuraient, et je pleurais. Et je pleure toujours. Au cinéma et tout, mon épouse attend patiemment que je finisse les scènes très émotives et tout. On est dans le sujet, hein. Et donc, d'abord, c'est une chose, c'est-à-dire que j'ai donc vu, si on prend le codage de cette catégorie, hein, j'ai été élevé par Bourdieu et Passeron, donc je vais prendre une méthode de codage qui est dans la reproduction, avec des signes et des signes plus et des signes moins. Il y avait garçon-fille, si on prend la domination, les garçons, on leur donne un signe plus, et puis il y avait quand même aussi les grands et les petits. Alors moi j'étais petit des petits, mais il y avait les trois aînés et les trois autres. Et donc là on va donner un signe plus aux grands et un signe moins aux petits. Donc mes sœurs étaient moins, mes frères aînés étaient plus, et moi j'étais entre les deux, plus, moins. Non, pas moins encore, non, quand même, je vous en prie. Non, c'est pas possible, ça. Moins plus ou plus moins, ça dépend comment on a mis le système. Ça paraît bizarre, mais c'est bon. Pour moi, c'est un modèle, en tout cas, que j'ai fait fonctionner ailleurs, hein, pas que à des titres individuels. C'est-à-dire une logique dans laquelle j'appartiens à un groupe, mais je suis pas dans le groupe des garçons. Et là, je ne vais pas vous raconter, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais on se l'est raconté il y a peu de temps, parce que pour mes 60 ans, j'ai donc réuni mes frères et sœurs. Et alors, on a fait, ça s'est très bien passé, mais on a joué 48 heures, 62 heures, radio nostalgie, totalement. Hein. Et donc, alors, comment ça se passait dans la chambre? Parce qu'à un moment donné, j'étais dans la chambre des filles, j'ai quand même repassé dans la chambre des garçons. J'étais à un des coins, il y avait une chambre avec 4 coins, et donc j'étais le... Alors il y en avait qui jouaient plutôt quand même la protection, enfin bon, lève la partie là-dessus. Et c'est là qu'il s'est passé un petit drame quand même, parce qu'emporté par mon élan, je leur ai dit qu'un jour j'avais écrit ce texte sur le repas de famille. Alors, ils m'ont dit, on veut le lire, tout ça, ce qui était légitime. Hein. Et depuis, ils trouvent quand même que ma version n'est pas la bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont protesté, c'est-à-dire notamment le numéro 2 et le numéro 3, ont dit qu'eux aussi, tant qu'à faire, ils adoptaient mon modèle. Et comme ils n'étaient pas aînés, ils n'ont pas complètement tort. Parce que je pense qu'un des vieux restes de la famille de Singly, je dis vieux reste parce qu'il restait que ça, dans l'aristocratie, plus de patrimoine et rien, il restait le nom et le principe de l'aîné. L'aîné était grand. Était grand. Bon, là, c'est enregistré sans doute, non? Oui. Et ça va être mis sur le net? Ça sera ce que vous voudrez, on peut couper. On peut couper. On va couper cette phrase-là. Mes parents ont donc construit mon frère aîné. Non, mais parce que c'est vrai, et puis ça n'a rien de drôle. Hein. C'est même une composante franchement pas drôle de mon point de vue, la psychologique, c'est que mon frère aîné a été classé comme grand-grand. De mes deux sœurs, il y avait quand même aussi qui étaient classées, qui étaient plus grandes. Hein. Donc, vous voyez, j'ai été habitué à faire des classements. C'était quand même permanent de mon point de vue. Et donc, il était grand, et donc, mes parents attendaient à ce que l'aîné grand le prouve. Il a 11 ans de plus que moi. Et moi, vous allez, bon, c'est un des problèmes. Hein. Moi, j'étais petit. Et puis, à un moment donné, j'ai passé ma thèse d'État. Mes parents se sont inquiétés. Ils m'ont dit, mais est-ce que c'est vraiment normal que tu passes une thèse d'État? Tout ça, non, je me rappelle, un soir de la soutenance, Sorbonne et tout, ils m'ont dit, mais est-ce que... et tout. Puis j'ai fait des livres, tout ça, ils ne comprenaient pas. Puisqu'ils attendaient toujours que ce soit l'aîné qui fasse le livre.
petit, petit. Alors, grand-petit, c'est au centre du rang de certaines familles, mais à mon avis, c'est aussi un des indicateurs de la domination masculine. Grand-petit. Avec une ambiguïté. Là, j'ai vraiment travaillé. Hein. J'espère que vous allez le voir. Hein. Non, mais j'ai travaillé parce que c'est naturellement un problème qui m'intéresse, comme vous l'avez compris. Pour avoir du mérite. Sur grand-petit, il faut faire un pas de plus. En fait, naturellement, ma mère nous aimait tous. C'était Marie-Madeleine et tout. C'est gentil et tout. Bon, mes 2 parents sont morts. Hein. Ce qui était non contestable, mais il y avait donc à la fois les grands et les petits, et puis c'est comme ça dans la famille, c'était un des jeux permanents, les problèmes de cotes différentes, qui n'étaient pas grand-petit, mais qui étaient quand même dans l'échelle de l'affection. Et moi, tous mes frères et sœurs disaient, toi c'est pénible, t'es hors concours et tout, du point de vue de ma mère, parce que j'étais le petit. Et alors, à mon avis, on est dans le drame de la domination masculine, au sens là, théorique. Peut-être je me trompe, hein, c'est un délire, hein, mais c'est quand j'ai bu un verre, un seul. Hein. Il y a eu des témoins. 2 témoins. Peut-être qu'avec un seul verre, on peut être délirant. Hein. Mais le petit, ça, du côté de la domination. Et de l'autre côté, ma mère disait quoi? Elle disait « mon petit ». C'était bien, hein. Mon petit, elle me l'a dit jusqu'à sa mort. Mon petit. Ne dites pas de mal de mon petit. OK? Ben, je pense que c'est un des problèmes des femmes. Et maison de poupée. Maison de poupée, quand même, si grand texte. Nora, qui commence à annoncer à son mari qu'il reste que quelques minutes. Enfin, il n'a pas encore compris, lui, hein. Si j'en avais d'autres, des idées, tout ça, quand j'étais chez papa, elle s'entendait bien, je les cachais. Il n'aurait pas aimé cela. Il m'appelait sa petite poupée et jouait avec moi. Et après, elle dit, j'ai été poupée femme chez toi, comme j'avais été poupée enfant chez papa. Et, outre les autres phrases, elle dit petite poupée, hein, petite poupée. Alors, pour des hasards, j'ai eu à commenter, donc je ne pourrais pas vous donner les résultats chiffrés, de toute façon, ils n'ont pas forcément d'intérêt intrinsèque, mais j'ai commenté cette semaine, j'ai accepté de commenter un sondage qui paraîtra pour le 14 février, pour le Pèlerin. Ça, j'accepte aussi parce que c'était le journal que lisait ma grand-mère. Et toutes les semaines, ma grand-mère, en plus pas profil du tout, parce que ma grand-mère de Saint-Gly, qui était parisienne et tout, je ne sais pas pourquoi, un jour elle est tombée dans le Pèlerin, qui était quand même plutôt journal pour les cathos ruraux, dans notre perception, nous, lecteurs de la vie, et ma grand-mère, bon, qui commençait à décliner, il faut le dire. Donc mon père, on vendait, nous, tout ça à la sortie de la messe tous les dimanches, donc on lui amenait, elle payait le Pèlerin, et elle disait, le Pèlerin, c'est de mieux en mieux, chaque semaine. C'est la thèse du niveau monte était déjà là. Alors, donc, quand j'entends le Pèlerin, je me dis, rationnellement, je ne devrais pas dire oui, mais quand même, des fois que ma grand-mère continuerait ailleurs à lire le Pèlerin, on ne sait jamais. Il faut toujours prendre des précautions. Et ça soit de mieux en mieux. Et ça, je ne sais pas. Et l'enquête, c'est pour ça que j'avais accepté, c'était un sondage, 1000 personnes et tout, sur les petits noms donnés en couple. Donc, il y a 3 questions, vous arrive-t-il d'appeler votre compagne ou votre compagnon? Entre parenthèses, vous voyez qu'on est en 2008, sondage commandé par le Pèlerin, sur les problèmes de catégorie quand même très importantes, les catégories. On pourrait dire, le Pèlerin, c'est quand même sérieux. Le conjoint, ils ne savent pas comment l'appeler. Ils disent plus mari et femme. Ils disent plus mari et femme, ce serait des fois qu'il y aurait que des non-réponses. Alors, il faut quand même rentabiliser le sondage. Donc, on dit compagnon, compagne. Mais il y a quelques années, les mêmes lecteurs qui verraient ça, ils auraient été malades, parce que compagnon, c'était quand même avant-gardiste. Alors, il y avait le choix entre, avec son prénom complet, un diminutif de son prénom. On ne va pas faire l'analyse du sondage, on peut toujours améliorer tout. Je n'ai pas participé aux questions. Un petit nom affectueux. Alors,
peut-être que c'est de la surinterprétation, en tout cas c'est l'interprétation que j'ai donnée, sur la variation de sexe, puisqu'il y a les tris par sexe, les hommes et les femmes appellent leur conjoint de la même façon par le prénom en entier, et du point de vue des diminutifs, soit du prénom, soit, on pourrait faire l'exercice, de comment vos compagnons, vos compagnes vous ont appelé et tout, soit par des petits diminutifs, mon petit loup, mon petit, etc. Et là, c'est très clair, les femmes sont nettement plus appelées par petit quelque chose que les hommes. Ça fait quand même une grosse différence. Mais comme, de mon point de vue, d'ailleurs la journaliste essayait, je la comprends, de la discuter, c'était tout à fait passionnant, parce que je lui ai dit, il y a les deux, c'est le petit, mon petit. Je lui ai pas fait le coup du petit, mon petit, mais pour moi, c'est le même codage. On peut coder le mari qui dit « ma poupée », s'il dit « ma poupée », bon... Bon, non, c'est pas terrible. Ça doit être rare. Ça doit être rare. Mais quand même, j'ai vu, quand même, là je vais vous donner les chiffres, alors j'étais quand même étonné, 9% des hommes utiliseraient généralement, là je ne suis pas sociologue compréhensif pour mes étudiants, 9% des hommes diraient à leurs femmes, ils avaient une liste, ma puce, pupus, puce. Bon, pour tout vous dire, j'ai rien dit ça parce que je me suis dit, mon épouse, je la connais, serait capable le lendemain de dire, même si elle dit mon puce, ça va pas me plaire. Même avec la dimension maintenant plus informatique, ma puce. Ma puce, c'est quand même... Pas très grand. D'abord, c'est pas très grand, puis en plus, c'est quand même plus difficile. Mais par exemple, 10% des hommes, donc ça fait quand même 19% dans cette enquête, des hommes, et 10 autres pourcents disent... Naturellement, je suis pas bon sociologue tout le temps. Là, je suis qu'à moitié, mais j'étais quand même étonné parce que naturellement, c'est pas les mots que j'utilise, mais c'est bébé, mon bébé. Mon bébé. Comment va mon bébé? Alors, entre parenthèses, c'est très intéressant parce que dans les entretiens, ça revient assez fréquemment. Les femmes disent pas mon bébé à leur mari, mais aux sociologues, ils disent « On croit que j'ai 3 enfants, mais j'en ai 4. » Très fréquent, ça. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose de le coder. Donc, elle se venge dans les coulisses en le codant quand même petit aussi. Mais là, je pense que quand l'homme dit « mon bébé », il croit qu'il doit dire quelque chose de gentil. Et donc, il a raison. Il a raison au sens, il le dit gentiment. Il n'empêche, et ça, naturellement, c'est pour moi la difficulté de la sociologie, on va dire, du genre, du point de vue de la vie privée. Pourquoi? Parce que dans la vie privée, eh bien, mon petit est à la fois gentil et t'es petit. Mon bébé. Donc on va faire des manifs maintenant, nous ne sommes plus des bébés. Mais vous voyez, ça c'est une des grandes difficultés du rapport ici, mais ça se maintient très fort. Le mot neutre, si vous cherchez un dérivatif un peu neutre, c'est chéri, mon chéri, ma chérie, ça, il n'y a pas de variation. Alors, et cette dimension du problème de la taille, qui quand même renvoie, et que historiquement, je veux dire, dans la famille, il y avait majeur l'homme et les femmes, la femme mariée était mineure, comme les enfants. Je veux dire, c'est quand même du gros aussi, le grand et petit. Ce qui est intéressant, et je finirai mon introduction là-dessus, même si je n'ai pas plus à dire que ça, c'est que ça permet quand même, par le fait de passer du fait du rang de naissance aussi au genre, de montrer qu'il peut y avoir des glissements, même si chacune des formes de hiérarchisation ne sont pas les mêmes, il y a des glissements et entre mon petit. Mais mon interprétation, vous l'avez compris, je m'en excuse, je la ressouligne, c'est que je pense avoir eu, pendant un certain temps, même, et donc d'une certaine façon, y compris complètement intériorisé,
une vision, mais pas une vision simplement du monde, une intériorisation du fait que j'étais du côté de mon petit, et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui pleure au cinéma, c'est moi qui lis les romans d'amour. Bon, j'ai quand même tendu quelques pièges à mon épouse. Là, on supprimera aussi cette phrase-là. Choc, la coupure. Non, je dis ça parce que j'ai une excuse. Comme je travaille sur la sociologie de l'amour, je me suis donc abonné à mon journal préféré, Nous deux. Alors, naturellement, je suis, dans ma famille, totalement ridicule. Donc, mais en fait, quand même, au bout d'un certain temps, mon épouse dit « Nous n'avons pas reçu nous deux ?» Et alors l'autre jour, puisqu'elle était absente, elle me dit « Mais où est nous deux ?» Bon, comme j'avais fait visiter ce qu'on vient de déménager, la maison, j'avais planqué nous deux. Toujours je le planque si jamais il y a de la visite sous des choses, les œuvres complètes de Bourdieu. Personne ne pourrait soupçonner que nous deux est là. Très intéressant au demeurant, hein. Là aussi, il y a du grand, il y a du petit. Et compliqué. Mais donc ici, la logique petit, c'est aussi la logique affective, hein. Et ça serait tellement simple que les rapports hommes-femmes, il n'y ait pas d'affection, hein, je veux dire. Là, je n'ai pas retrouvé, mais dans les années 70, dans mes lectures féministes, nombreuses à l'époque, je m'en rappelle comment c'était. Est-ce que c'est dans Exploité ou Scum? Non, il n'y avait pas un bouquin. Scum. Scum, oui. Oui, ça, je prononce mal, ça. Non, mais c'est bien, on est là pour corriger. Oui. Ça, c'est grand petit tout de suite, hein. On est là pour corriger. Alors, je disais donc que c'était cette phrase qui à la fois me séduisait, mais je me disais, il y a un truc qui quand même doit être un peu plus compliqué. C'était mieux vaut pour une femme marier un mari qui la batte qu'un mari qui l'embrasse. Comme ça, la domination est claire. C'est clair. Non, ça a été écrit, hein, sérieusement, et très sérieusement, au sens, si j'en parle sérieusement, ce n'est pas dans des textes minables, hein, c'était des textes officiels, mais qu'on retrouve dans la classe ouvrière. Il vaut mieux un patronat dur qu'un patronat qui serait sympathique, des fois qu'on commencerait à... etc. Donc c'est la logique, la domination doit être dégagée de tout masque. Il y a même chez Bourdieu quelques énoncés qui renvoient à ça, hein. La domination devrait être... hein, le travail du sociologue serait de retirer le masque. Tiens, entre parenthèses, je n'avais pas prévu. Dans la domination masculine de Bourdieu, livre tardif, comme vous le savez, qui est tout à fait passionnant, parce que Bourdieu a toujours fait ça. Extrême intelligence, donc il déroule son modèle, et il sait qu'il y aura de la résistance. Donc, par exemple, les articles, j'étais très bourdieusien et tout, donc il y avait des notes. Et quand c'était justement un peu difficile, au sens il y aurait de la résistance, il y avait 10 lignes, puis 40 lignes de notes, dans lesquelles il répondait à toutes les objections, puisqu'il est capable de se les faire. Alors dans la domination masculine, vous irez voir, hein, c'est vraiment vrai ce que je dis. Donc là, il fait son modèle de la domination. Un modèle, il marche, il est parfait. Donc la domination, il faut la démasquer, abat tous les masques. Et tous les masques sont scandaleux. C'est la même chose sur l'école, hein. Un instituteur freinet, c'est un scandale. Il faut mieux un Fickenkraut, comme ça on se rend bien compte que c'est ridicule. Enfin, trouver un équivalent. Non, mais ce que je veux dire, j'ai pas le temps de développer, mais je pourrais, hein. Non, mais quelqu'un qui prend au sérieux les élèves, qui les ferait agir, etc., puisque de toute façon on est dans la domination, illusion. Hein, toute chose qui masque le rapport objectif, toute chose qui est à côté est un masque. C'est pour moi, hein, si j'insiste, c'est parce que c'est naturellement la question à laquelle je me bute, hein, y compris dans la vie familiale. Il y a de la domination masculine, y a-t-il que de la domination masculine, c'est-à-dire que tout le reste ne serait que pour du masque. Et donc, Bourdieu se dit ça, termine son livre, j'en sais rien, hein, je ne vais pas demander, bien évidemment, mais c'est tellement, je le connais si bien au sens écrit, il se dit, il y a un truc, il ne faut pas désespérer les lecteurs et lectrices de nous deux, au sens large, hein, parce que c'est quand même un modèle très dominant, hein, la logique de l'amour, dans nos têtes.
Et là, il fait, alors je crois que ça s'appelle Post-scriptum sur l'amour. Et là, il dit, et ce texte est magnifique, il dit, attention, l'amour est une illusion. Donc, il développe, donc méfiez-vous et tout. Il dit, attention, de temps en temps, je ne sais même pas s'il ne dit pas une chance sur 1 million, donc de temps en temps, il y a quand même un vrai amour. On peut avoir une chance de gagner. Pas tellement plus qu'au loto, mais il nous laisse quand même... c'est pareil, le loto. Donc il y a... Alors ici, c'est très intéressant parce que ça veut dire quand même qu'en dernière instance, il n'ose pas aller jusqu'au bout sur le fait que tout amour serait strictement une illusion. Il dit c'est plus compliqué, il y a quand même... bon. Et après, c'est à chaque lecteur, à chaque lectrice, en fonction de son histoire. Entre parenthèses, hein, un de mes prochains livres sera sur la séparation, le divorce. Il y a encore des places devant. On peut très bien avoir pour soi-même les deux versions. C'est-à-dire au moment, les récits par exemple, quand j'ai fait Fortune et Infortune, la femme mariée, beaucoup de femmes qui m'écrivaient ou qui venaient me voir après les conférences et tout, c'est là que j'ai compris d'ailleurs. Hein. Je n'avais pas forcément si bien compris que ça avant. Donc on parlait et tout, j'avais quand même essentiellement dans mon public que des femmes divorcées. Hein. C'est-à-dire, c'est une vision, dans Fortune, je fais les comptes, vision désenchantée. Bon, une fois, mais c'est pas parce qu'on fait les comptes après coup qu'on n'a pas forcément aimé, mais à ce moment-là, après coup, on se dit, et c'est tout à fait fascinant, je croyais que je l'aimais, mais en fin de compte, bon, j'étais trop jeune, enfin bon, peu importe. Donc, il y a les deux versions qui coexistent en nous. Elles ne coexistent pas que dans le postface de Bourdieu. Fin d'introduction. On passe aux questions. Ah non, première partie. Non, je plaisante. Alors, là, dans ce contexte, donc je vais prendre 3 points. 3 hommages, d'une certaine façon. Donc, André et Michel. Alors après, je ne sais plus, parce que vous m'avez dit que je prononçais mal. Donc, je vais le dire pas bien, mais je vais me faire corriger. Carole Gilligan. Allez-y. Gilligan. Gilligan. Oui, ça, j'ai un problème hein, aussi. Plusieurs, mais celui-là, vraiment lourd. Carole Gilligan. Et puis, Doris Lessing. Je vais prendre 3 textes. Bon, sur André Michel, ce n'est pas tellement un texte en particulier. Alors, donc, je suis dans les années... pas dans les années, c'est en 1970. Mai 1970, je soutiens ma maîtrise de psycho-expérimentale. Juin 70, je me marie et je m'inscris en thèse de sociologie. Et donc, avec Passeron, donc plutôt des théories dont la variable principale est la variable de classe. Hein. Alors, en fait, assez vite, je fais d'abord ma thèse de 3e cycle sur l'éducation morale dans la famille. Et, mais ça, j'y reviendrai avec Carole tout à l'heure, parce qu'on retrouvera des choses à ce niveau-là. Je me mets à faire de la sociologie. Je suis codé, classifié et tout, j'accepte. Sociologie de la famille. Et donc, je m'inscris en thèse. Je ne sais pas quel titre j'avais donné à l'époque, avec un directeur qui s'appelait Alain Girard. Parce qu'on ne pouvait pas me prendre en thèse, il n'était pas professeur. Qui avait fait le choix du conjoint, etc. Donc je lis ça, qui est un ouvrage classique, de sociologie, et qui montre qu'en fait, on ne se marie pas par hasard, et donc on choisit généralement des gens un peu du même milieu en termes culturels, religieux et tout. L'homogamie. Et André Michel, à la fois très féministe, mais aussi très caractérisé, je l'indique, pour les conditions de réception par rapport à moi. André Michel avait été aux États-Unis et découvert une sociologie d'enquête, faisait des questionnaires, donc ce n'était pas que des textes, je dirais, purement théoriques, hein, elle avait un côté opérationnalisation très très fort, qui n'était pas quand même la caractéristique des textes féministes de l'époque, pour aller vite.
quand même, c'était très théorique, comme d'ailleurs la plupart des textes marxistes. Là, d'un seul coup, je découvre, parce que moi, élevé par Bourdieu-Passeron, j'apprécie des gens qui opérationnalisent les notions, et là, elle opérationnalise les notions avec une idée très forte. La sociologie de la famille classique est une sociologie d'apparence neutre, mais qui supprime quasiment magiquement la différence de sexe. Alors, je relis le choix du conjoint, et par exemple, c'est vrai que vous pourrez voir, hein, il y a un tableau... Il y avait d'autres tableaux. Mais par exemple, un des tableaux pour bien montrer cette proximité sociale, étant donné que les femmes, notamment à cette époque, étaient encore moins dans les carrières et tout, qu'on ne pouvait pas les définir par leur position sociale, eh bien, on définissait la position des deux conjoints, par exemple, par celle de leur père. Donc, on a un tableau. Comment choisit-on son conjoint ? Homme-femme. Hein. Là, pour l'instant, la question d'homosexualité ne se posait pas du tout. Hein. Donc là, on est hétérosexuel. Et c'est CSP du père du mari par le CSP du père de l'épouse. Et c'était le noyau dur de la sociologie du couple. Donc la variable homme-femme était naturellement une variable secondaire dans cette orientation. On formait un groupe et il y avait un intérêt commun du groupe. Il y avait d'ailleurs un chef, enfin jusqu'en juin 70. En juin 70, c'est aussi la fin de l'autorité de la puissance paternelle. Alors, donc André Michel, par une série de textes de ces enquêtes un peu américaines, avec des enquêtes, mais aussi des ouvrages collectifs, a joué, je pense, et dans le milieu, et en tout cas pour moi, un rôle décisif, c'est-à-dire que c'est en tout cas grâce à elle que je fais fortune et infortune de la femme mariée, même si, choc, on coupe au moment de la soutenance de la thèse, mon directeur mandarin, entre guillemets, dit « je composerai le jury ». Je dis « oui, tout à fait ». Je dis « j'ai quand même un souhait ». Il me dit « sentez-vous libre ?» Et je le dis. Je dis « vu mon sujet, j'aimerais qu'il y ait au moins une femme dans le jury ». Oh là là, il m'a dit « mais pourquoi vous me posez des problèmes pareils ?» Et je lui glisse, puisqu'elle était directrice de recherche, était donc rang A, elle pouvait être dans le jury, le nom d'André Michel. Je préfère ne pas dire comment il l'avait qualifié. Donc on a trouvé, en fin de compte, parce que j'ai dit qu'ils n'étaient pas négociables, mais enfin que bon, et tout, il a trouvé une psychologue, enfin je veux dire qu'il était hors sujet, mais il ne pouvait même pas penser qu'il y avait une sociologue possible. 1984, quand même, hein, c'est pas... Si pour mes étudiants, c'est 19e siècle, mais pour moi, c'est quand même pas si vieux que ça. Hein. C'est quelle université ? Paris 5, auquel j'appartiens maintenant avec beaucoup de fierté. Impressionnant, hein. Ah oui. Impressionnant. Alors, pourquoi je pensais ça ? Oui, donc André Michel. Donc André Michel, simplement, elle a dit, à juste titre, hein, alors elle a critiqué notamment un Américain qui s'appelait Parsons, qui disait, cet Américain était fonctionnaliste, et il disait que la division du travail homme-femme était tout à fait, et c'était faite parce que c'était justement rationnel et tout, pourvoyeur de revenus, etc. Bon, il y avait d'ailleurs des erreurs dans tout ça, mais peu importe. Et donc, c'est pour vous dire, bien que étant dans la logique élevée de sociologie, Bourdieu-Passeron, plutôt de la différence de classe, en fait, et la personne avec qui je travaillais, en fin de compte, à l'époque, dans le département, m'aurait plutôt poussé à faire des variations des familles selon le milieu social. En fin de compte, sans doute pour des raisons psychologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'en sais rien, je ne sais pas pour quelles raisons. Quand même, dans ces années-là, je lisais les revues féministes. Je n'ai pas lu que nous deux hein, dans ma vie, hein, si jamais vous parlez de moi. Hein. J'ai lu Le Torchon Brûle, Sorcière, etc. Et donc, je ne sais pas. Et à un moment donné, j'ai dit, moi, c'est quand même plutôt la différence homme-femme qui m'intéresse. Et donc, ma question était toute bête. J'ai pas souffert, d'ailleurs, parce que ça m'a passionné, qui était, pourquoi les femmes vivent en couple alors que, intuitivement, quand même, on a bien l'impression qu'elles se font avoir.
Alors, j'ai pas forcément la réponse hein, dans Fortune et Infortune, mais en tout cas, j'ai quand même eu des contributions qui maintenant datent et donc paraissent un peu évidentes. Là, c'est le côté un peu radio-nostalgie, hein, mais j'ai par exemple calculé le coût du mariage. Le coût du mariage et de l'enfant, hein, puisque ce n'était pas différencié. Hein, et tout, qui s'est passé dans une des revues légitimes, Économie et Statistiques. Il me fallait des grosses enquêtes, hein, donc c'était de l'exploitation secondaire, des grandes enquêtes de l'INSEE, genre FQP, 30 000 personnes et tout. Je le faisais par le diplôme et pas simplement par le sexe. Rendement différent selon le sexe, par la position qu'on obtenait sur le marché du travail, mais le rendement différencié aussi selon l'état matrimonial. Donc, à l'époque, c'est quand même jouable encore, célibat, marié. Et ici, les résultats étaient intéressants puisque l'écart maximal énorme était entre femmes mariées et hommes mariés, mais les femmes célibataires avaient des résultats très comparables, enfin d'abord des résultats supérieurs aux hommes célibataires, et en tout cas venaient derrière hommes mariés. Si on veut, on avait donc hommes mariés, femmes célibataires, hommes célibataires, femmes mariées. Alors, Catherine Marie a dû vous en parler quand elle est venue, puisqu'elle a continué, par exemple, cette magnifique enquête sur les polytechniciens et polytechniciennes. Hein. Vous connaissez, donc là, j'avais commencé et tout, à montrer que cet écart, et bien entendu, dans le cas de... C'est pas du tout de dire c'est une exception ou je sais pas quoi, mais la domination masculine et ses effets les plus négatifs se réfractent à l'intérieur de la vie privée, puisque cet écart augmente, hein, et même à même niveau, là, même à même diplôme, Catherine Marie le montre très bien, je veux dire, un enfant, ça fait des petites variations, et quand un homme a 4 enfants, il est au maximum de sa carrière. Chérie, je dois faire des heures sup, hein, dirait le président, mais d'ailleurs que tout le discours sur les heures sup, on pourrait y revenir. Je fais une petite parenthèse politique, celle-là on ne la coupera pas. Hein. Pendant la campagne présidentielle, ça n'a pas été suffisamment souligné. On a eu un discours, il faudra faire des heures sup. Ça, c'était le discours réhabilitation du travail. Puis il y a un autre discours qui, moi, m'a rendu malade, mais bon, manifestement pas suffisamment de monde, qui était le scandale des orphelins de 5 heures. Alors j'aimerais qu'on me montre qu'en doublant les heures sup, on ne double pas les orphelins de 5 heures. Sauf que, naturellement, dans sa tête, les heures sup pour les hommes et les femmes, vite, le soir à la maison. C'est quand même passé. Il ne l'a pas utilisé qu'une seule fois. Les orphelins de 5 heures, avoir fait tout ça pour en arriver là, c'est dur. Hein. Bon, fin de la pub. Mais dans la réalité, c'est quand même vrai. C'est-à-dire que l'écart, hein, donc, hommes célibataires, femmes célibataires, et la grande différence, c'est quand même justement dans la réfraction de cette ambiguïté de la vie privée que par ailleurs les hommes et les femmes affectionnent. Hein, donc j'ai essayé, j'étais là-dedans. Alors je l'ai mesuré aussi, mais là c'était un des trucs sur lesquels j'ai perdu beaucoup de temps, pour des raisons peut-être mystérieuses, mais qui était de l'étude aussi sur le marché matrimonial, donc j'ai beaucoup travaillé sur les petites annonces. Parce que même s'il y a finalement et globalement il y a de l'homogamie, qu'est-ce qu'on met en scène comme valeur sur, ici par l'écriture, hein, mais c'est pas parce que globalement les hommes et les femmes ont même valeur lorsqu'ils sont ensemble qu'ils ont mis les mêmes capitaux. Et d'où l'importance quand même énorme, j'avais codé capital social professionnel, capital psychologique et capital esthétique. Un homme, donc j'avais fait en quanti, tout ça, enfin bon. Un des résultats, qui est à la fois pas surprenant, donc j'avais codé l'intérêt, j'avais travaillé sur notamment le Chasseur française, qui avait deux parties dans l'annonce. Donc j'étudiais ce que je suis et ce que je demande. Et donc j'étudiais le rendement, entre guillemets, de ce que je mets moi. Qu'est-ce que je mets et qu'est-ce que je demande en contrepartie? Quand les hommes avaient de l'excellence socio-professionnelle, ils demandaient, surtout, avec des variations énormes, hein,
bien pire que ce qu'on pourrait penser d'une certaine façon de l'excellence esthétique. Et inversement, tant qu'à faire, une belle femme demandait de l'excellence socio-professionnelle. Bon, vous allez me dire, c'est ancien, maintenant tout a changé. Entre parenthèses, par rapport à nous deux, parce que quand je dis nous deux, tout le monde rit. Bon, remarquez, je pourrais dire d'autres journaux, vous ririez peut-être, mais à mon avis, c'est moins mystérieux le maintien de nous deux, lectorat âgé. Hein. Parce qu'il y a une page anniversaire, j'ai l'impression d'être très jeune. C'est pour ça que j'aime ce journal. Alors, mais si vous prenez Elle, Marie-Claire, les journaux féminins, ils se portent quand même parfaitement bien. C'est quand même 3/4 excellence esthétique. Hein. Ça aussi, ce sera des questions sur lesquelles on revient. Il y a quand même le masculin et le féminin. Il est toujours là. Avec la même ambiguïté que chéri, mon chéri. Hein. À la fois, c'est bien, et en même temps est contenu dans mon petit la domination. Les deux sont collés. Et comment décoller, je n'ai pas de réponse. Ça, c'est vous dans vos questions. Alors, il y avait aussi, dans André Michel, il y a aussi caché, pas caché, mais parce qu'elle avait écrit dans ses ouvrages collectifs, puis après, j'ai lu dans Les femmes sans tête et tout, Christine Delphi. Je connaissais sa théorie d'appropriation de la force de travail de la femme par le mari. Alors juste une petite histoire, parce que j'étais un peu... non, je ne suis pas idiot d'ailleurs, sans doute un peu naïf. Alors quand je lis ce texte, ça me plaît beaucoup, Christine Delphi. Et donc je fais un modèle, j'ai amené l'article parce que qui s'appelle « Dépendance maritale, travail professionnel et dot scolaire de la femme ». 1983, c'est ce que j'avais présenté à la Société française de sociaux, mais ça n'a pas d'importance, donc dans lequel j'essaye d'opérationnaliser ce que ne faisait pas du tout, ne fait pas beaucoup, même maintenant, Christine Delphi, son modèle, et donc avec des enquêtes, etc., peu importe. Et puis un jour, Passeron, donc mon maître, mais pas dans ce domaine, hein, puisque sur le fond, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai sans doute aussi pris le genre, c'était pas si à l'aise que ça, donc j'étais à la fois proche de lui, mais là-dessus, c'était pas son truc. Et il m'emmène, on va à un colloque à Alger. Bon, c'était pas désagréable d'ailleurs, hein, j'ai des bons souvenirs et tout. Et puis, il faut quand même, comme cet après-midi, faire la conf. Et alors, je fais cet article. L'exploitation, grossièrement, des hommes par les femmes, etc., etc. Bon, flop total, hein. Que des hommes dans la salle, mais moi j'étais nouveau converti, hein. Et Passeron m'engueule à la fin, puis il dit « Mais Singly, vous êtes total inconscient, est-ce que vous vous rendez compte à qui vous avez parlé ?» Bon, c'était un département, non seulement d'hommes marxistes, donc qu'est-ce que c'était ces trucs? Bon, j'ai jamais été réinvité. Mais j'ai quand même sommé un peu de Christine Delphi en Algérie. Alors, fin de la bonne action. J'ai eu, toujours dans mon raisonnement, par rapport à Fortune, j'espère que je vous ennuie pas trop, hein, mais bon, c'est comme ça, donc j'étais plutôt, en fait, la femme perd dans le mariage. Et je ne sais plus comment ça se fait, toujours dans mon souci d'opérationnaliser tous ces trucs, donc j'étais à la recherche de grosses enquêtes, je tombe sur une enquête, je ne me rappelle plus laquelle, importante, et parce qu'il fallait qu'elle soit importante, vous allez comprendre pourquoi. C'est la seule enquête, je pense, ça n'a malheureusement jamais eu lieu après. On ne peut pas retester, qui était une enquête où on avait, genre enquête famille, de type recensement, dans lequel on avait la profession du mari, mais on avait « Avez-vous été marié antérieurement ?» et « Votre mari d'avant, quelle profession ?» On avait les deux maris. Oh, le rêve, hein, quand j'ai vu ça, c'est bon. J'ai dit, Singly, c'est bien. Et donc, j'ai fait un article qui s'appelle « Le second mari ». Et donc, modèle. Si on veut, si la femme se dévaluait totalement pendant le temps de son mariage, quand elle revient sur le marché matrimonial,
Donc, premier coup, elle vaut 100. Elle prend un homme qui vaut 100. Elle se fait exploiter, et tout, donc elle ne vaut plus que 80. Elle se remarie, le marché. En plus, les hommes, vous savez, ne sont pas généreux sur le marché matrimonial, surtout la deuxième fois. C'est encore pire. Hein. Non, mais différence d'âge, tout ça, il est hard le marché la deuxième, troisième fois, hein, du point de vue de la domination. Et là, qu'est-ce que je vois? Ces femmes dont je pensais qu'elles vaudraient 80, en croisant premier mari avec deuxième mari, je vois que pour l'essentiel, elles arrivent encore à avoir un mari qui vaut 100. Alors, ça vous paraît tout bête, mais si vous saviez le temps que j'ai passé à ça. Et naturellement, j'ai trouvé. Autrement, je ne vous en parlerai pas. Hein. Eh bien, j'ai dit, le coût du mariage, ce n'est pas la dévalorisation, c'est le fait qu'elle vaut 100 sur le marché matrimonial. Elle ne vaut pas 100 sur le marché professionnel, globalement, comme je l'avais montré par les autres articles. Et donc, elle vaut 100 à la condition de retourner sur le marché du mariage. Et donc, le coût du mariage, c'est la dépendance, une fois pour toutes, de rentrer dans le cercle de la dépendance. Donc, ce n'est pas d'abord une dévalorisation en soi, enfin, si en soi, mais c'est une dévalorisation relative au sens où, pour ne pas me dévaluer, je dois en retrouver un autre. Donc, au centre, me semble-t-il, à ce moment-là, je vais changer l'ordre de mon exposé, parce que ça n'a pas d'importance. Au centre, par rapport à ça, à mon avis, c'est le problème de la dépendance. Il y a le problème de l'égalité, mais le problème de la dépendance. Et l'ambiguïté de la dépendance, là, on va revenir à mon chéri d'une certaine façon, c'est le problème général de la logique de l'amour, puisque par certains côtés, dans la logique de l'amour, il y a quand même, hein, vous le savez, si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voudriez bien éventuellement que l'autre aussi vous aime, et il y a de la dépendance affective. Le problème dans la plupart des familles, c'est que la dépendance affective et cette dépendance qu'on va appeler genrée est malheureusement très associée. Alors, ça, je pense, il faut que j'accélère un petit peu. Je vais passer à Doris Lessing. Donc là, c'est aussi parce qu'une partie de mes travaux, en fait, je me sers relativement aussi, pas forcément de l'imaginaire, mais je pense que essentiellement la vie privée, nous la construisons en nous racontant des histoires. Hein, l'amour, comme on dit, c'est des histoires, c'est peut-être pas tellement autre chose, mais les histoires nous construisent. Hein. Maintenant, même dans la sphère publique, hein, vous connaissez tout ce qui est storytelling et tout ça par rapport à ça. Hein, Obama, s'il a gagné, c'est aussi pour ces choses-là. Eh bien, en tout cas, dans la logique affective, il faut se raconter des histoires. Et donc, j'ai utilisé et j'utilise toujours, pas forcément de manière totalement orthodoxe, mais ça m'autorise à lire, nous deux, les romans, etc. Donc, c'est très bien. Je peux pleurer sur mon temps de travail. Et là, je tombe sur une nouvelle de Doris Lessing. Je l'ai lue 1000 fois, je l'ai encore relue ce matin. C'est très fascinant quand d'un seul coup, vous avez tout qui se passe en 10 pages comme ça. Donc, c'est une nouvelle qui s'appelle Chambre 19. Pour ceux qui un jour liront peut-être, quand ils ne sauront pas quoi faire, ce que j'ai écrit, vous verrez que je la reprends plusieurs fois, même à différents moments théoriques, et à chaque fois, je vois des choses différentes. Même encore aujourd'hui, j'ai vu un truc, je fais que des lectures partielles. Bon, globalement, c'est l'histoire d'une femme diplômée, donc on est diplômé du supérieur, tout bien, plutôt genre à Londres. Hein. Son mari aussi, bien à la limite, plutôt un petit peu moins brillant. Hein. Doris Lessing, pas idiote, dit, bon, un peu plus limité, t'es journaliste, mais limite. Tandis qu'elle, assez brillante et tout, et puis ils s'aiment, ils vont faire une belle famille, une belle maison et tout, et donc, elle va s'arrêter. Elle s'arrête, et clairement, au début, ça ne pose pas le problème. Et donc, justement, par rapport d'ailleurs à la logique du coût même économique, elle a des gens qui l'aident au travail, un jardinier, tout. Elle ne fait pas énormément de travail ménager, elle a la responsabilité de la maison. Hein. Mais, et puis arrive, et c'est ça qui m'intéresse, la crise.
Alors, on ne va pas l'analyser totalement, mais à mon avis, elle est vraiment décisive, puisque c'est à un moment donné, tout ce qui était codé positif, mon chéri, devient, par un effet de retournement qui est remarquablement écrit, franchement, devient mystérieux, y compris pour elle, et ne comprend pas, puisque tout ce qu'elle a aimé devient, non pas détestable, c'est ça qui est fort dans ce texte, c'est pas qu'elle haït son mari, même ses enfants, enfin pas même, mais ni ses enfants et tout, mais elle ne comprend pas pourquoi elle a fait tout ça pour eux. Et elle a le sentiment, qui est un des grands sentiments qu'on entend dans les enquêtes, toujours dans cette chose qui est collée, c'est à un moment donné le fait de se sentir enfermé, l'enfermement. Alors, ici, une des figures de l'enfermement, c'est la figure de l'effacement. Alors, je ne vais pas, on pourrait la lire, si on savait, ça un jour, il faudrait que j'apprenne à lire à l'oral. Les écrivains ont le droit de faire des lectures, parce qu'il est si fort, ce texte. Mais, donc, elle va se poser la question. Alors, dans un premier temps, c'est tout à fait passionnant. Elle a l'idée de ce grand texte sur lequel il faudra qu'on revienne, si j'ai le temps, et tout, une chambre à soi. Je pense qu'il y a presque c'est pas mis, mais c'est un hommage. Donc, elle revendique une pièce à elle, dans la maison. Comme ils ont une grande maison, tout ça, puis le mari est un peu libéral. Il explique à ses enfants, parce qu'elle écoute et elle comprend que, oui, maman, j'ai l'impression qu'elle est un peu fatiguée, tout ça et tout, donc vous ne la dérangez pas, il y a une chambre, la chambre de maman. Et donc, il y a la chambre de maman. Alors, ça intrigue beaucoup les enfants qui amènent leurs copains voir la chambre de maman, tout ça. Bon. Et comme c'est très joliment dit, elle dit au bout de 6 mois, c'était devenu une pièce familiale comme les autres. Parce que même les enfants étaient contents, y compris dans la version positive. Les enfants savaient que leur mère était là, plutôt disponible, et donc venaient sans doute aussi raconter leurs petites histoires et tout. Donc, elle se retrouve réenfermée. Donc, elle se dit, une chambre à moi. Et donc, elle va louer à l'hôtel, plusieurs fois dans la semaine, une chambre. Alors déjà, le mec de l'hôtel augmente les prix, parce que dit, une chambre dans la journée, c'est pour des actions qui rapportent, etc. Et puis elle est là. Elle est là. Je ne vous raconte pas toute la suite, mais le mari dit qu'il doit avoir un amant, donc il fait suivre. Alors il découvre qu'elle va dans une chambre, mais que jamais personne ne rentre dans la chambre. L'hôtelier ne comprend pas, parce qu'en fait, elle reste dans son fauteuil, elle ne se met elle-même jamais au lit. Tout ça, personne ne comprend. Et elle dit, je cherche, et c'est très important, il faudrait que je retrouve, mais je cherche à me recréer. Je cherche à me recréer. Et donc ça, c'est la logique ici qui est, à mon avis, décisive, avec une caractéristique vraiment de notre période, et qui est justement, et qui correspond exactement au mouvement féministe des années 70. D'un point de vue théorique, en sociologie, on considère qu'à partir des fin des années 60, on rentre dans la seconde modernité avec justement un accent mis bien plus sur le problème de la définition de soi, de l'authenticité, rester soi-même et tout. Et à ce niveau-là, pour des raisons qu'on pourrait reprendre, je pense que dans ce mouvement, les femmes, naturellement, sans doute plus enfermées, puisque les hommes aussi jouent des rôles, mais qui ne sont pas forcément de même nature. En tout cas, il est clair qu'elles ont été et qu'on continue à être beaucoup plus sensibles à cette logique, à un moment donné, même des rôles positifs par rapport à l'enfant, par rapport au mari, mais pas simplement par rapport au mari, de penser qu'à un moment donné, ça se paye par l'effacement de soi-même. Un critique, pour aller vite, du modèle du dévouement. Alors, pour ceux qui veulent lire, il vient de sortir, c'était la BD de Noël, qui est vraiment bien, qui est écrite par un homme, parce que la plupart de ces romans ont quand même des nouvelles qu'on peut retrouver, je veux dire, il y a différentes versions, parce qu'il y a grossièrement 2 versions du roman de crise, que j'appelle du roman de crise. Vous avez la version Doris Lessing, dont je vous raconterai la fin tout à l'heure,
Et puis il y avait la version, il faudrait que je retrouve, mais il y avait la version qu'on va appeler gentille, c'est-à-dire la femme part 2-3 jours, se reconstituer, respire un peu, elle revient et elle est meilleure mère et meilleure épouse. Alors chez Doris Lessing, donc tout le monde est content, il n'y a que des gagnants, entre guillemets, hein, bien entendu. Alors Doris Lessing, c'est beaucoup plus dramatique et c'est vraiment décisif de mon point de vue par rapport justement à la sociologie de l'individualisation, c'est-à-dire la nécessité de la rupture à un moment donné. C'est la même chose dans Maison Poupée, c'est pour ça que ce texte est grand, hein, puisque elle le dit clairement, hein, elle repart et elle dit qu'elle est, vous vous rappelez de la fin, hein, c'est complètement incroyable de penser, ça c'est quoi, 1894 je crois, c'est complètement, comment les gens peuvent écrire ça en 1894 quand vous voyez ce que Durkheim écrit à l'époque sur les hommes et les femmes, hein, et Durkheim est un grand, là c'est quand même très grand, et alors il lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire et tout, et tu ne m'aimes plus, bon ça on s'en fiche. Lui, donc son mari lui dit tu penses comme un enfant, et c'est ah zut, elle lui dit je pars pour devenir, elle dit pas moi-même, elle dit justement un individu comme toi, un être humain à part entière. Et donc ici, ce qui est intéressant dans ça, c'est la nécessité et de cette chose qui est à la fois la revendication d'être soi-même et comment, et à mon avis, on est au cœur, hein, de nos tensions et de nos contradictions, comment c'est possible de le maintenir avec, on va appeler ça plus des rôles de sexe, peu importe, hein, le rôle de mère, le rôle d'épouse, mais même le rôle de mère. À un moment donné, il va y avoir la revendication entre guillemets, de la chambre à soi, en tout cas d'un temps à soi, et en tout cas de rester soi-même. La question, et la grande difficulté, là je reviens à Doris Lessing, c'est quoi le contenu, c'est quoi le soi, débarrassé des rôles. N'ayez crainte, ce n'est pas pour vous revendre les rôles, hein, mais il faut quand même se le poser. Et ce qui est tout à fait passionnant dans la version noire de Doris Lessing, c'est que cette femme est donc dans cette chambre. Elle a une chambre à elle. Marie, d'ailleurs, bon, il dit, puisque c'est quand même lui qui paye. Hein. La chambre, bon, il y a un peu de sexe. Il aurait bien aimé qu'il y ait un peu de sexe. Il lui propose des trucs bizarres, enfin, et tout. Et elle est là. Et c'est tout à fait passionnant parce que donc elle a vidé, là je ne suis plus, là j'ai parlé de phrases par cœur, mais elle dit là je ne suis plus Madame Machin, mère de ça s'occupant du jardin, etc. et tout. Elle se dépouille de ses rôles sociaux, elle est entre guillemets nue, elle est tellement nue donc en fait elle va se suicider puisqu'il n'y a pas de reconstruction. Ça me permettra tout à l'heure de revenir à quelles conditions on peut sortir du désenfermement de manière positive, à mon avis. Ici, en tout cas, on a quelque chose. Alors, justement, cette BD que je vous recommande d'Étienne Davodo, que vous avez peut-être lu, tome 1, il y aura un tome 2, donc je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, s'il tombera du côté de Doris Lessing ou de la version, on va appeler nous deux, qui s'appelle, donc la BD s'appelle Lulu, femme nue. Alors, le nu, pour l'instant, dans le tome 1, est très relatif, hein. Non, au sens, ce n'est pas une BD du tout par rapport à ça, mais elle est dans la logique du dépouillement. Donc c'est une femme qui a des enfants, qui a un mari qui est plus insupportable que celui d'ailleurs de Doris Lessing. Hein. Il est quand même... Mais il y a une bonne logique amicale. Et puis, je ne l'ai pas relu là, hein, ce matin, dans mes souvenirs, cette femme fait un entretien d'embauche. Ça ne marche pas, elle va prendre un petit café, et là, il y a une femme au comptoir, genre une représentante et tout, qui dit « ça va pas, dis donc, là, et tout, il faut prendre l'air un peu ». Alors, je ne sais plus si c'est une deux chevaux, parce que dans d'autres BD, je ne sais pas si vous connaissez Davodo, qui avait fait une très jolie BD sur l'éducation, on pourrait dire, chrétienne dans l'Ouest dans les années 70. En tout cas, ils prennent la voiture, elle l'emmène à la mer. Ça, c'est très important, hein, tout ça. On ne peut pas l'enfermer. Pour sortir du désenfermement, il faut que ça soit aéré. Hein.
Non, mais c'est toujours les mêmes schèmes, hein, parce qu'on ne peut pas en trouver d'autres. Donc là, on a des grands horizons et tout, elle respire, et puis la femme qui est représentante, sa copine provisoire, bon, elle lui dit, c'est fini, au revoir, et elle ne décide de ne pas rentrer. Et là, elle va faire une rencontre avec un homme, et c'est justement la différence avec Doris Lessing, c'est-à-dire donc qu'elle trouve quand même quelqu'un, non pas un nouveau conjoint, mais quelqu'un qui justement lui permet de se recomposer elle-même. C'est-à-dire, il lui fait retrouver, manger, boire, avoir du plaisir. Et alors, les copains du mari envoient un délégué, surveiller, la retrouve, parce qu'elle a quand même lâché ses enfants, tout. Hein. Donc, il s'inquiète quand même, et il revient, et il dit à ses amis, je ne l'avais jamais vu tant sourire. Hein, donc ici, le sourire étant aussi le symbole de la possession de soi. Fin du tome 1, que se passera-t-il ensuite? Il nous reste 6 minutes. Alors, bon, c'est bien. Ah, les professeurs, c'est quand même doué, hein, vous avez vu. Hein. Non, c'est pour les questions. Oui, non, mais vous avez raison, non, mais c'est moi qui suis... J'ai toujours l'angoisse, est-ce que je vais arriver à tenir 1 heure? Ah ben non. Ben oui, ça y est, j'ai gagné, hein, oui. une fois de plus. Ça a très bien marché. Très intéressant. Non, c'est intéressant parce que c'est la nouvelle de Doris Lessing, c'est des années 60. Hein. C'est une des premières. Hein. Je pense que c'est même avant les carnets d'or. Ce que je veux dire, c'est que, et je l'entends toujours hein, dans les entretiens, tout à fait décisif. Je pense y compris par rapport... parce que c'est quand même beaucoup plus féminin que masculin. Hein. Je pense que la retraduction de l'ambiguïté, hein, puisque c'est collé, hein, donc de l'ambiguïté, c'est-à-dire de la face sombre de la vie privée, se traduit quand même dans cette logique. À un moment donné, qui suis-je? Je suis effacé, enfermé, brisons les murs et sortons. Et ce qui est tout à fait, pour l'instant, en tout cas, on est quand même toujours dans ce schéma. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, quand on repart, et si on avait les mêmes choses qui enferment à un moment donné, peuvent être des choses extrêmement positives à d'autres. Il n'y a pas non plus, alors c'est ça qu'il faudrait voir. Bon, le retour à l'ancienne n'est pas naturellement une solution, mais je veux dire, Lulu, peut-être qu'elle va trouver un homme... ou une femme d'ailleurs, peut-être ça va être ça la surprise par rapport aux années 60, une femme avec laquelle elle va trouver un nouvel équilibre. Nouvel équilibre. Alors ici, ça va me permettre de passer à Carole. Gilligan. Que quand j'ai fini Fortune, tout ça, je me disais c'est pas mal, mais il me manque encore des trucs. Et je lis donc ce livre qui est sorti, je crois, en 82 en France, qui n'a pas été un gros succès à l'époque. Hein. C'est une si grande différence, je crois. Oui. Je n'ai pas tout amené parce que alors, je vais vous donner ma lecture rapide par rapport à ça, mais qui est pour moi très importante. Même s'il y a des ambiguïtés hein, chez l'auteur et tout, mais on n'aura pas forcément. L'idée est la suivante. Alors ça m'a aussi beaucoup plu, puisque je vous rappelle que j'avais fait ma thèse sur l'éducation morale. L'éducation morale, Durkheim arrive à la Sorbonne pour faire les cours d'éducation morale. Ah, c'est lui qui fait les cours de la Troisième République, hein, ce qu'on appelle l'instruction civique et tout ça. C'est lui qui va construire le modèle. Et puis ensuite, il y a un livre qui doit s'appeler « Jugement moral » de Piaget, qui d'ailleurs cite Durkheim. Il y avait comme ça donc une filiation pour moi intéressante. C'est pour ça que j'avais pris l'éducation morale dans la famille. Et là, d'un seul coup, avec Carole Gilligan, elle remet et elle critique, notamment le schéma de Piaget. Alors, pour aller vite, mais je ne pense pas dire de bêtises hein, par rapport à ça. Vous vous rappelez, le schéma de Piaget, c'est un schéma d'étapes. Hein, et on progresse. Donc, on a d'abord une pensée concrète, puis à un moment donné, donc si on voit deux morceaux de pâte à modeler, et puis qu'on les casse en petits morceaux et tout, choc, on dit, ah ben non, c'est pas pareil, même si 1 minute avant, on avait vu que c'était pareil et tout. Puis on va arriver à la pensée abstraite. Donc, dans ce schéma, on doit arriver du concret à l'abstrait. Et c'est la même chose du point de vue du jugement moral. Or, en fait, le schéma de Piaget, je ne le savais pas au moment où j'ai lu Piaget, il est
déjà dans la sociologie classique des années 30 américaine, avec un grand livre qui vient d'être édité en France, qui s'appelle, ça y est, le nom va m'échapper, j'ai fait Le Soi, le couple et la famille en hommage à ça, donc ça doit s'appeler Le Soi, George Mead en tout cas, d'après George Mead, il n'y a qu'un livre traduit de lui. Vous pouvez peut-être nous donner le... On a Internet ici, là, non? Oui, non, ça ne marche pas? George Mead, et dans George Mead, c'est d'un point de vue théorique, vous allez... j'oublie pas le genre, apparemment il n'y a pas de genre dans le schéma, mais on doit au départ obéir à la règle. Il ne faut pas faire ça, sinon tu ne vas pas faire plaisir à maman ou à papa. Et à un moment donné, on doit obéir à la règle parce que c'est la règle. Durkheim le dit déjà, en fait. Mais alors, théoriquement, George Mead, la sociologie américaine, appelle ça, au départ, on obéit en référence à des autrui significatifs, donc des personnes très concrètes qu'on aime, et puis on doit passer, c'est l'objectif, on doit vieillir, grandir, et être grand, c'est l'obéissance en référence à un autrui généralisé. Autrui significatif, autrui généralisé. Alors c'est tout à fait, à mon avis, passionnant, ça c'est plus dans Gilligan ni nulle part, mais en recroisant avec d'autres lectures, enfin dans Gilligan est dit c'est une pensée masculine qui nous impose ce modèle, les femmes, vous savez que Carole est une de celles qui va imposer, enfin imposer dans le bon sens, mais une théorie du care, et elle dit, en fait, derrière ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la dévalorisation de l'attention à... Pardon? L'esprit, le soi et la société. Voilà, l'esprit, le soi et la société, merci. Classique, dans lequel vous avez un schéma d'évolution, pré-piagétien, on pourrait dire, mais du point de vue de la socio. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est donc l'idée de dire... ce qui n'est pas forcément mon idée pour l'instant, mais chez Carole Gilligan, c'est de dire les femmes, peut-être pour des raisons de domination et tout, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été mal entendu dans les années, au moment de la traduction, même si maintenant le care monte, c'est peut-être y compris pour des raisons de domination. Les femmes ont été spécialisées dans le soin aux enfants, aux malades, aux prisonniers et tout, aux petits. Les petits s'occupent des petits, et les grands s'occupent des grandes choses, bien entendu, tout est cohérent. Mais, en fin de compte, dit Gilligan qui tord d'une certaine façon le schéma, il faut défendre, puisque globalement, si on fait une analyse, y compris en termes de jugement moral, donc elle fait une enquête et tout, en fait, il n'est pas du tout dit qu'un jugement moral fait en référence à des autrui significatifs, c'est-à-dire en prenant compte du contexte, de la situation, de l'individu tel qu'il est, etc., serait un jugement qui serait de moins grande valeur, même humaine, qu'un jugement abstrait. C'est des gros enjeux, ça. Je vous en indique un, parce que c'est des grands enjeux, notamment dans les changements dans le rapport à l'intérieur de la médecine. Quand on revoit rétrospectivement, vous avez, vous, un petit enfant qui va très très mal, la choc, c'est vraiment la cata. Vous êtes donc dans l'émotion, dans la proximité, etc. Et puis il y a le médecin qui voit ça quand même tous les jours. Et notamment en France, plus d'ailleurs qu'aux États-Unis, parce que les résistances qu'on a vues à l'intérieur du féminisme français sont des résistances françaises plus que des résistances féministes. En France, les médecins, jusqu'à ces dernières années, ont toujours défendu une bonne décision, c'est une décision froide. Donc de quelqu'un qui n'est pas impliqué, c'est pas mon enfant, donc je peux prendre la bonne décision. Schéma remis, à mon avis, en question, à la fois par le féminisme, par le care, et puis d'une manière plus générale, justement dans la seconde modernité, par le fait que, je pense, il faudrait qu'on ait le temps après d'en discuter plus longuement, mais par le fait qu'on est passé, pas forcément par le changement d'un paradigme, c'est-à-dire qu'il y aurait la fin de l'autruche généralisée, qu'on ne resterait que dans des logiques de proximité, mais dans cette logique de coexistence, et coexistence qui n'est pas uniquement sphère privée, parce que là on peut relire Geneviève Fraisse, ça correspond parfaitement à ça. Vous savez bien, elle a dû sûrement en parler et tout, Troisième République, les femmes à la maison, là peuvent faire de l'affectif, de la proximité et tout, et puis les hommes sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que eux, dégagés de tout ça, font l'intérêt général.
autrui généralisé, intérêt général, etc. etc. Ici, ce qui est intéressant dans cette problématique, c'est quand même de penser, non pas que ces choses-là seraient naturelles, etc. Là, on est dans de l'histoire, du point de vue, entre guillemets, à la fois du masculin et du féminin, mais que la logique de l'autrui significatif, et en tout cas de cette proximité, est quelque chose qui, à mon avis, est un des éléments importants dans la, non pas déstabilisation des rapports entre les genres, mais quand même, d'une certaine façon, des identités, non pas, comme vous l'avez entendu, sur la dimension principale, entre guillemets, antérieure, qui serait celle de l'égalité, mais qui sont quand même deux visions du monde qui ne sont pas les mêmes. Alors, la crise du politique peut être relue en partie par rapport à ça. Alors, pour conclure, ce qui est bien dans le papier, l'avantage du papier, c'est que c'est toujours, il me reste 6 minutes. Le temps s'est arrêté, donc je n'ai même pas le sentiment d'être désobéissant. Non, mais alors, pour conclure, donc ici, ce qui m'intéresse sur ce dernier point, par rapport à ça, c'est justement... Non, là-dessus, je suis totalement, en tout cas, Carole Gilligan, par rapport au fait de penser que ces deux principes de l'intérêt, qu'on pourrait appeler particulier, l'intérêt général pour ceux, par exemple, le Téléthon, si vous prenez ça, le Téléthon, grand mouvement social qui a déstabilisé toutes nos conceptions traditionnelles, sont les parents d'enfants malades, non seulement qui récoltent l'argent, mais dont, vous le savez, qui sont présidents des comités scientifiques qui distribuent les millions. Révolution totale, puisque ses parents sont émus et tout, comment pourrait-il être en même temps doué de raison? Donc toute la conception que moi j'appelle première modernité, mais ça peu importe, dans lequel, quelle opposition quand même homme-femme, raison-cœur, et du côté de la raison, la sphère publique, la science, l'intérêt général et tout, est quelque chose qui est quand même, par différentes entrées, déstabilisé sans que, ça serait ma thèse, il y ait forcément de restabilisation. Je veux dire, donc avec des excès éventuels, par exemple, de primat de la proximité, puisqu'une des questions aujourd'hui, ce n'est pas l'excès forcément de l'intérêt général, c'est quoi l'intérêt général. Mais il faut voir que c'est une très forte déstabilisation dans lequel, à mon avis, entre guillemets, ceux qui étaient historiquement construits comme masculins et féminins, et donc la féminisation de la société, pour aller vite, on n'a pas le temps de redérouler ça, elle n'est pas du tout dans la confusion des sexes, Schneider et tous ces trucs qui m'irritent. Il y a une forme de déstabilisation, puisque effectivement, quand même, cette rupture, qui était la grande coupure du compromis de la Troisième République, pour aller vite, entre on met les femmes à la maison. Je vous rappelle, vous le savez, que les femmes n'ont pas eu le droit de vote. L'argument principal, c'est qu'elles ne sont pas raisonnables. Elles voteront comme leur mari, puisqu'elles aiment leur mari leur dira quoi faire. Et les hommes intelligents à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils disent merveilleusement? Donc, nous avons trouvé la solution, disent certains. Eh bien, donnons 2 votes aux hommes mariés. Et naturellement, se glissent à ce moment-là les associations familiales catholiques qui disent « Et s'ils sont pères de famille, 4 voix !» Vive la démocratie. Alors, pour finir, ce qui est pour moi le plus problématique est mon programme de recherche. J'ai l'ambition d'en avoir encore un. De toute façon, c'est une question qui est en fait, et ce n'est pas du tout polémique avec les problèmes justement de domination masculine, c'est-à-dire du fait qu'à un moment donné, même si c'est compliqué, il y a des manières dominantes d'être masculin, d'être homme, des manières, parce que je pense quand même qu'il y a un peu plus de complexité, des manières dominantes d'être femme, et que pour y échapper, ce n'est pas la même chose.
etc., que c'est pas la même chose d'être un garçon manqué que d'être une fille manquée, etc. Dans les colloques, par exemple, il y a 80% de femmes, il y a quelques aventureuses qui vont du côté. Et alors déjà, toutes les femmes là, les hommes et tout, on se dit, mais quand même, qu'allons-nous faire contre la délinquance? À chaque fois qu'on fait pipi, on croit qu'on fait pipi, mais dit Goffman de manière très sérieuse, hop, un bon point pour le genre. Même François de Saint-Guy qui pleure au cinéma, normalement, il prend la porte des hommes. Mais autrement, je pourrais avoir plus de doutes. Donc ça, c'est ça qui donne aussi de la consistance. Alors ici, c'est incroyable. Hein, ils ont trouvé, mais c'est très difficile. Hein. Par exemple, où je suis, dans mon laboratoire, on a des problèmes, enfin, je ne vous le dis pas. Et donc, on a des problèmes parce qu'il y a 2 toilettes. Important. Hommes, femmes. Et puis, il y a des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui nous salopent les toilettes, puisque c'est un étage que de chercheurs. Alors moi, je dis, on met les verrous. Le type dit non, il faut bien que les étudiants, bon, etc. Donc, je dis, c'est facile, on fait un truc à verrou chercheur, ouvert pour les étudiants. Il me dit, c'est pas possible, je dois faire homme-femme. Et me dit, donc, je lui ai demandé le texte, il me dit qu'il y en a, que c'est obligatoire absolument de faire toilette homme-femme. Je vais d'ailleurs lui donner l'exemple d'ici. Mais ici, peut-être que c'est une évolution en retard. Hein. Bon, peu importe, tout le monde a compris. Donc ici, il est incontestable qu'on a des rappels. Hein. Qu'on a des rappels permanents du soit un homme, soit une femme, etc. L'idée quand même, donc, c'est collé, mais d'une certaine façon, très souvent, on le voit, et là c'est aussi une question générale de sociologie, c'est pas parce qu'il y aurait même des rôles que quand on joue un rôle, par exemple rôle de professeur d'université et tout, je l'ai fait sur les femmes de préfet, hein, ce travail, je veux dire c'est des dimensions, c'est un rôle qui a plusieurs dimensions, et on voit que les femmes de préfet ne jouent pas, toutes les femmes de préfet ne jouent pas le même rôle. Certaines prennent les 5 dimensions que j'ai différenciées. Il y en a d'autres qui essayent de limiter ce rôle parce que, bon, elles ont un mari qui est devenu préfet, mais vraiment, ce n'est pas leur truc. Elles en prennent une. La dimension minimale, c'est le repas du vendredi soir, obligatoire. Et donc, vous avez quand même une logique d'appropriation, on pourrait dire, personnelle. Donc, une des questions, ma question à moi au sens de mon... mais justement difficile, c'est d'étudier non pas la différence entre les sexes, mais la variation interne à chaque sexe. C'est-à-dire, à la fois c'est banal, mais c'est quand même décisif. Il faudra qu'un jour, eh bien, la variable, si je prends la variable en sociologie, là je rêve, hein, il faudrait qu'un jour la variable genre en sociologie soit pas à 100% la variable sexe. Parce qu'on fait 100 pages pour dire que ce n'est pas la même chose, puis après, on prend toujours le sexe. Donc si le sexe et le genre sont à ce point collés, à mon avis, il y a un problème. Moi, je n'y crois pas pour les raisons, voire mon introduction. Je pense qu'on n'est pas tous hommes pareils, qu'on n'est pas tous femmes pareilles. Alors après, vous avez plusieurs modèles. Je vais très très vite. On a les trucs queer, qui est, je peux, François de Saint-Gly le matin et François de Saint-Gly l'après-midi, c'est Françoise de Saint-Gly. Je pousse un peu, mais vous voyez bien, c'est-à-dire une fluidité sur la dimension genrée, ou sur la dimension de l'orientation sexuelle, etc. Ça, c'est un premier modèle. Mon modèle n'est pas exactement le même. Il n'est pas opérationnalisé, et moins célèbre que celui de Butler. Mais je vous le livre. Je pense qu'il y a une deuxième variation aussi. Je ne dis pas que la première soit absurde. Hein. D'ailleurs, j'ai retrouvé, même dans une chambre à soi, Virginia Woolf, on dit... c'est un truc qui m'avait échappé. Elle parle justement du fait que les hommes ont quand même des dimensions féminines et que les femmes ont des dimensions masculines et que pour être créatif, il ne faut pas rester que dans la bonne case. Et donc, une femme créatrice ne doit pas avoir peur d'emprunter à l'autre dimension. Ça, c'est donc le premier modèle. Le deuxième... je ne sais pas s'il est bon, qui n'est pas exactement le même, mais c'est ma question qui est, nous sommes aussi différents par la place dans notre construction identitaire. On a plein de dimensions identitaires. Je suis prof de fac, père, conjoint, homme,
maintenant que j'ai dit mon âge, je vais que ex-68 arts, pour dire 60 ans. Donc, ancien scout, ancien catho, on peut y aller, hein, d'accord? À l'intérieur de ça, et ça peut être ancien et quand même que c'est très important. Hein. Donc, j'ai une série de dimensions. Une des idées, c'est qu'en fait, non seulement en fonction des contextes, mais que même en termes de pondération générale, tous les hommes ne mettent pas, et toutes les femmes, hein, là je suis un homme, donc tous les hommes ne mettent pas la dimension masculine dans la même place hiérarchique. Et donc c'est vrai que tous les hommes sont des hommes, pour aller vite, admettons, pour aller, hein, mais ils ne le sont pas toujours avec la même intensité, donc ça c'est clair, mais y compris globalement dans l'existence. Je vais prendre un exemple qui m'est cher sur une autre dimension. Quand j'étais petit, j'étais, comme vous l'avez compris, très catholique. Mais j'étais dans un milieu, j'étais à l'école privée, tout ça, très catholique. On était donc tous cathos. OK ? Mais est-ce qu'on était tous cathos avec... Est-ce que c'était aussi constitutif de nous ? Je ne dis pas que j'avais raison, mais en tout cas, je peux vous dire, trouver des parents qui aient comme dimension à ce point-là si haute, catho. D'ailleurs, dans le quartier, hein, bon, sur les 6, je ne vous l'avais pas dit, mais j'avais 2 frères prêtres, une sœur religieuse, et une de mes sœurs s'est mariée avec un prêtre. Enfin bon, dans le quartier, ils trouvaient que la hiérarchie, c'était bien, mais un peu à l'excès. Et donc, est-ce que vous voyez la question ici, mais qui est la même question? On peut tous être prof de fac, mais on n'est pas tous profs de fac avec la même intensité. On n'est pas tous même intensité. Ce n'est pas un jugement, hein. Mais de toute façon, on ne peut pas être 100% par principe dans mon modèle de construction identitaire, et ça serait là que se jouerait éventuellement, y compris dans le monde social, un peu d'individualisation. Parce que les rôles sociaux, je n'en ai pas beaucoup choisi dans tout ça. Hein. Je n'ai pas choisi d'être un homme, je n'ai pas choisi d'être un ancien catho. Enfin, si, peut-être ancien, mais catho, j'ai pas, etc. La question, de mon point de vue, c'est que le degré de l'individualisation se joue dans la pondération de nos différentes dimensions. Et donc, plutôt, il y a 2 jeux possibles. Il y a un jeu collectif à jouer contre la domination masculine. Mais dans les jeux personnels, on peut le jouer dans la fluidité sur la dimension sexuée. Donc j'appellerais ça plutôt queer. Mais on peut aussi le jouer en disant, sur le fond, cette dimension, qu'elle soit homo, hétéro, homme-femme et tout, c'est une dimension, mais enfin, je peux la mettre pas forcément en tête de mon classement et pas simplement qu'à certains moments. Mais par expérience, faites le test. Moi, je le fais à titre privé avec des gens et tout. Vous regardez, par exemple, vous avez 10 collègues de même sexe. Globalement, si vous parliez de ces 10 collègues un par un, vous n'avez qu'à faire des portraits, vous verrez qu'il y a des collègues, que ce soit hommes ou femmes, sur le fond, tout de suite, vous les percevez globalement, d'abord, par exemple, par cette dimension. Puis il y en a d'autres, vous les caractérisez par d'autres dimensions. Donc mon rêve, le même que le vôtre, et que sûrement de vous, c'est en finir avec la domination masculine, mais peut-être aussi en finir avec la domination sexuelle, entendu au sens où notre seul jeu serait de passer du matin je suis gay, l'après-midi je suis hétérosexuel. Non, on a aussi le droit de jouer d'autres jeux qui seraient plus complexes. Je vous remercie. Bien.